Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mercredi 8 février. Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 11 200 morts selon de nouveaux bilans officiels, sans compter des régions entières qui ont été ravagées par les secousses, qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri. En France, la troisième journée de manifestation contre la réforme des retraites a un peu moins mobilisé que lors des deux précédentes, avec 757 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Pas de quoi décourager les syndicats qui maintiennent la pression sur le gouvernement, avec en ligne de mire la journée du samedi 11 février, qualifiée de véritable test. Et pour terminer cette édition, nous nous rendrons au Ghana où les populations redoutent de voir arriver les djihadistes du Sahel qui ont déjà commis de nombreuses exactions chez le voisin burkinabé. On débute donc cette édition avec la situation en Turquie suite au séisme de lundi, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir. On parle aujourd'hui de plus de 11 200 morts. Après la désolation et la tristesse, aujourd'hui c'est la colère qui habite le peuple turc qui pointe la responsabilité du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et sa mauvaise préparation face au risque pourtant concret de tremblement de terre dans la région. Mathieu Nicolas. Des corps retrouvés dans les décombres, puis déplacés. Un geste répété encore et encore. 2 jours après la catastrophe naturelle, les secouristes sont toujours à la recherche de survivants. C'est une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, comme ici dans la ville d'Osmaniye, où des secours français aident leurs collègues turcs. L'effondrement a été vraiment très intense et qu'il y a énormément de débris et tout est très compact. Il est très difficile actuellement pour nos chiens de détecter les différentes effluves qui pourraient remonter de l'intérieur du bâtiment. Donc on a une zone sur laquelle on a une suspicion. On va essayer de voir avec notre radar pour essayer de confirmer si cette zone mérite d'être vraiment étudiée en profondeur et de continuer le déblaiement. En Turquie et en Syrie, plus le temps passe et plus la douleur est intense. Le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir. Il dépasse désormais les 11 200 morts. Les images des dégâts dans les deux pays sont saisissantes. Dans certaines villes, les civils attendent encore de l'aide. La frustration et la rancœur s'accumulent envers l'État que certains considèrent absent. Regardez notre situation ici. Où est l'État? Où sont-ils? Je ne peux pas faire revenir mon frère des ruines. Je ne peux pas faire revenir mon neveu. Regardez autour de vous. Il n'y a aucun représentant de l'État ici. Pour l'amour de Dieu, depuis 2 jours, nous n'avons pas vu l'État par ici. Ils n'ont pas apporté une seule brique. Pas une seule. Les enfants sont gelés par le froid. Mardi, l'aide internationale a commencé à arriver en Turquie où un deuil national de 7 jours a été décrété. Sur le terrain, il faut faire vite. Chaque minute qui passe, ce sont des chances de sauver des vies qui s'amenuisent. Alors, suite à ce séisme, les secouristes, bien évidemment, s'activent pour tenter de sauver les victimes prises au piège dans les décombres. Une course contre la mort rendue compliquée par le froid glacial. Aymeric Toragnon. Alors que le nombre de morts ne cesse de croître au fil des jours, en Turquie comme en Syrie, les sauveteurs s'activent pour sortir des décombres des survivants. Mais la tâche n'est pas facile à cause de l'ampleur des dégâts de ce séisme qui a durement touché ces deux pays. Ajoutez à cela des conditions météorologiques désavantageuses pour les secouristes. Mais malgré le froid glacial, armés de marteaux-piqueurs, de perles et d'autres matériels, les pompiers travaillent d'arrache-pied pour trouver des survivants et extraire les corps des décombres. Nous voulons venir en aide, mais les gens sont là, ils travaillent bien. Que Dieu bénisse ce peuple. Nous sommes ici pour nos proches. Nous voulons les retrouver le plus vite possible. Les membres de la famille Filitzler, il y en a 2. Je souhaite la santé aux gens. C'est notre peuple, notre douleur. 2 jours comme de nuit, à Tankia, à Hati, des villes turques touchées par le drame, ou encore à Alep et Idlib en Syrie, pas de repos pour les sauveteurs locaux et étrangers venus prêter main forte.
Face aux températures en dessous de zéro, ces secouristes, après avoir travaillé toute la nuit, se réchauffent un instant avant de reprendre les recherches. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, en Turquie, une équipe de sauveteurs israéliens, interpellée par des habitants, a réussi à sortir 2 personnes coincées sous les décombres. Aujourd'hui à 21h, mon équipe et moi-même nous rendions sur un site de ruines lorsque nous avons été appelés par des habitants en chemin qui avaient entendu des bruits provenant des maisons démolies. Nous avons donc entamé une mission de secours complexe de 4h30 qui a nécessité de nombreux travaux d'ingénierie ainsi que le travail d'un médecin et d'ambulancier. À la fin, la femme de 23 ans a été sauvée en bonne santé et en sécurité avec seulement une fracture du bassin. Elle a été sauvée et a retrouvé son fiancé. Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés de ce terrible tremblement de terre survenu lundi dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine. Le mauvais temps complique la tâche des secours. Mardi, le ministre turc de l'Intérieur a averti que les prochaines 48 heures seraient cruciales pour retrouver des survivants. Alors, si l'épicentre du séisme se situe en Turquie, près de la moitié des victimes ont été tuées en Syrie, toute proche. L'appel à l'aide lancé par les autorités de Damas a été surtout entendu par son allié russe, promettant des secours dans les prochaines heures. Mais dans ce territoire morcelé entre zones gouvernementales et rebelles, l'acheminement de l'aide internationale s'annonce complexe et très politique. Tout autre chose maintenant, retour en France, où au lendemain de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la circulation des trains restera perturbée ce mercredi, après l'appel de la CGT Cheminots et Sudrail à cesser de nouveau le travail contre la réforme des retraites. Même son de cloche chez les grévistes de Total Énergie qui ont reconduit ce matin le mouvement contre le projet du gouvernement dans la plupart des raffineries du groupe. Pour cette troisième journée de mobilisation, 757 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur, près de 2 millions selon la CGT. À Paris, la manifestation a réuni 400 000 personnes, toujours selon la CGT, 57 000 selon la police. Une baisse qui s'est également fait ressentir en province où les cortèges étaient moins fournis selon les chiffres des autorités et des organisateurs. Retour sur cette journée avec Soukaine Escali. À l'acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites, une donnée sera importante, le taux de mobilisation des grévistes. 200 rassemblements sont prévus dans toute la France. Cette fois encore, les étudiants se sont ralliés à la cause en bloquant l'entrée de cette université. En fait, aujourd'hui, les jeunes ils sont mobilisés contre la réforme des retraites parce qu'on est bien conscient de ce qui se passe en fait, dans la société. Et même si les retraites, ça semble très lointain pour nous, parce que c'est dans 40, 50 ans selon notre âge, on s'est bien rendu compte en fait, que les jeunes, on est les grands oubliés encore de cette réforme. Comme les 19 et 31 janvier dernier, les réseaux de transport sont également fortement perturbés. Mais cela n'empêche pas les voyageurs de s'organiser et d'apporter en majorité leur soutien à la mobilisation. Écoutez, j'avais un train hier, c'était un Ouigo pour Lyon qui a été annulé, Lyon-Saint-Exupéry. Aujourd'hui, j'ai pu prendre celui de 7h48 pour Lyon-Pardieu. Bon, ça a chamboulé un petit peu mon transport, mais après, je ne suis pas contre les cheminots. S'ils font grève, c'est qu'ils estiment être dans leurs droits, donc on s'organise. Je suis d'accord avec les revendications des gens qui vont dans la rue. La semaine dernière, j'y étais et cette semaine, je ne peux pas changer mon planning de boulot, donc j'y suis pas, mais je suis solidaire. C'est une prérogative constitutionnelle. Lundi, le texte du projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, à droite comme à gauche, les débats houleux ont donné lieu à la suspension de la séance par la présidente. Le point de cristallisation, l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Cette réforme des retraites, c'est le Titanic, le bateau peuple pour encaisser et survivre 1, 2, 3 réformes qui sont injustes. Mais c'est bien la troisième classe qui est submergée en premier et ensuite c'est tout le bateau qui sera perdu. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Jusqu'ici, les manifestations n'ont pas semblé faire fléchir le gouvernement, mais cette nouvelle journée pourrait servir d'argument aux députés de l'hémicycle. Une nouvelle journée de manifestation est déjà prévue samedi.
Et pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui était l'invité de LCI ce matin, le combat doit continuer. Je vous propose de l'écouter. Donc hier, c'était la 3e. Samedi, c'est la 4e journée d'action. Faudra combien de journées pour faire renoncer le gouvernement ? Demandez au gouvernement. Et vous êtes prêt à en faire combien ? Moi, c'est pas moi qui compte. Nous, on veut aller jusqu'au bout. Donc il faut continuer à mobiliser, continuer à montrer qu'on est nombreux, convaincre que les actions sont nécessaires pour faire en sorte que le gouvernement retire cette réforme. Aux États-Unis, Joe Biden s'est présenté hier soir devant le Congrès et les Américains. Alors, soi-disant affaibli par les sondages et l'inflation, le président américain qui envisage de se représenter en 2024 s'est montré combatif en réitérant notamment une de ses promesses, finir le boulot pour rendre à la classe moyenne sa prospérité. Soukaina Eskali. Guérir l'âme de l'Amérique et unifier le pays. Ce mardi, devant le Congrès américain, le président Joe Biden a tenté d'insuffler un vent d'espoir. Lors de cette allocution annuelle, le président démocrate a laissé planer son intention de se représenter en 2024 et a appelé les républicains à travailler avec lui pour le bien de l'Amérique. À mes amis républicains, si nous avons pu travailler ensemble au cours du dernier congrès, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas également travailler ensemble et trouver un consensus et des choses importantes dans ce congrès. Mes amis, je pense que le peuple nous a envoyé un message clair. Se battre pour le plaisir de se battre, le pouvoir pour le plaisir du pouvoir, le conflit pour le conflit ne mène à rien. Cet exercice phare de la politique américaine, Joe Biden a tenté de le mener à bien avec un leitmotiv répété une dizaine de fois « Finissons le travail ». Sur le plan économique, malgré le Covid et la guerre en Ukraine, Joe Biden a tenté de rassurer. Ses premiers mots ont d'ailleurs concerné la situation économique du pays. Nous n'augmenterons pas les impôts de ceux qui gagnent moins de 400 000 $, mais nous les paierons comme nous l'avons dit ce soir, en nous assurant que les riches et les grandes entreprises paient leur juste part. Depuis son perchoir, Joe Biden a fustigé ceux qui écrasent les plus vulnérables dans le pays. Dans son viseur, les géants de l'énergie, du secteur pharmaceutique et du web. Une façon pour le président américain de se poser en défenseur des plus faibles. Je peux vous dire que le programme que je vais vous présenter va réduire le déficit de 2000 milliards de dollars supplémentaires. Et il ne réduira pas du tout Medicare ou Social Security. En fait, nous allons prolonger le fonds fiduciaire de Medicare d'au moins 2 décennies. Malgré le ton optimiste de son discours, le président Joe Biden semble n'avoir rien changé. Biden reste toujours impopulaire dans un pays fracturé. Au Mali, 2 policiers et un gendarme ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle à l'entrée de Nara, capitale de la région éponyme située près de la Mauritanie. L'assaut a été mené mardi après-midi par des djihadistes présumés et a été repoussé par les forces de défense et de sécurité qui ont pu neutraliser une quinzaine d'assaillants selon une source policière. On reste au Mali où le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en visite dans le pays, réitère le souhait de la Russie d'octroyer à ses amis maliens un soutien dans tous les domaines et appelle les Occidentaux à changer leur vision du continent africain. On l'écoute. Nous allons octroyer notre soutien à nos amis maliens dans le cadre d'une coopération bilatérale, non seulement dans les domaines de l'économie, du commerce, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans l'augmentation des capacités de combat des forces armées et la formation des militaires. L'année dernière et au début de cette année, la coopération dans les domaines militaires et militaro-technique a connu un nouveau développement. Un important lot d'équipements aéronautiques russes a été envoyé et cela a permis à l'armée nationale du Mali de réussir récemment à mener avec succès des opérations de lutte contre les terroristes.
Partons au Ghana maintenant. Je vous le disais en titre, la multiplication des attaques terroristes chez le voisin burkinabé inquiète sérieusement la population qui redoute de voir débarquer les djihadistes. Le pays, jusque-là épargné, vit désormais dans la crainte, à tel point que dans la zone frontalière de Bokou, dans le nord du pays, les villageois ont beaucoup de mal à cacher leur peur. Mathieu Nicolas. De là où elle se tient, Halima peut voir son village. Situé au Burkina Faso, il est à environ 2 km. Halima y vivait avec ses enfants. Mais un jour, des djihadistes ont débarqué et semé la terreur. Nous étions en train de dormir quand nous avons entendu des tirs. Ils tiraient mais on ne savait pas pourquoi. Certains hommes ont fui, mais nous, les femmes, nous n'avons pas pu. Le lendemain, certains sont allés voir ce qu'il s'est passé et ont découvert qu'ils avaient tué 2 hommes. Halima et ses enfants n'ont eu d'autre choix que de fuir le Burkina pour rejoindre le Ghana voisin. Aujourd'hui, la mère de famille se sent plus en sécurité. Elle sait qu'elle ne retournera pas au pays pour l'instant, trop dangereux. Rien que la semaine dernière, une autre attaque a provoqué des morts. C'est mon pays, mais maintenant, nous, on a peur du Burkina. Le Burkina n'est pas bon. On tue les gens comme des poulets maintenant. Le Burkina n'est plus bon. Il y a quelques jours à Bitou, 5 personnes sont venues tuer des gens. C'est à cause de ça que nous avons eu peur au Burkina et que nous sommes venus au Ghana. Comme la famille d'Halima, nombreuses sont les personnes qui fuient leur pays pour rejoindre le Ghana. Burkina, Côte d'Ivoire, Togo ou même Bénin, dans ces pays et particulièrement au Ghana, la crainte de voir les attaques djihadistes s'exporter sur leur territoire est palpable. Si l'insécurité nous touche comme les autres pays, cela va déchirer le Ghana. Rappelez-vous qu'au Ghana, nous avons plus de 5000 groupes ethniques. Nous sommes tous liés et vivons ensemble. Donc, si les djihadistes arrivent à utiliser une ethnie dans leur lutte contre les autres groupes, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Donc, le gouvernement est conscient de cela et nous ne prenons aucun risque et c'est pourquoi nous renforçons notre sécurité le long de toutes nos frontières. Pour l'instant, le Ghana a échappé aux attaques djihadistes directes, mais le gouvernement se veut prévoyant en choisissant de renforcer la présence militaire et de sensibiliser les communautés pour apaiser les tensions et soutenir les populations locales. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a même appelé à une coopération locale entre les pays voisins, notamment dans le cadre d'opérations militaires conjointes. Au moins 3 morts dans une attaque contre un convoi de l'ONU en RDC. Des émeutes qui éclatent au Nigeria suite à une pénurie de billets de banque. Et le journaliste français Olivier Dubois, qui est toujours détenu au Mali depuis 22 mois. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Souilas Bailly et Noël Dong. Au moins 3 personnes ont été tuées mardi soir lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo. Les casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja, ville située à quelques 70 km au nord de Goma où ils se rendaient, accompagnés par des FARDC, militaires congolais. Peu avant d'arriver à Goma, ils ont été assaillis par des manifestants. Des assaillants ont alors mis le feu à 4 camions dont ils ont subtilisé la cargaison. 3 personnes ont perdu la vie durant les échauffourées. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Au Mali, cela fait 22 mois que le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé. C'était le 8 avril 2021. Olivier Dubois était sur le point de rencontrer un chef djihadiste. Son enlèvement a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2 preuves de vie d'Olivier Dubois ont été diffusées sur les réseaux sociaux en mai 2021 et en mars 2022 à travers 2 courtes vidéos. Depuis, plus rien. En décembre dernier, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait assuré que la France mettait tout en œuvre pour sa libération. Régulièrement, des actions en faveur de sa libération sont menées en France par un comité de soutien. Une information judiciaire a été ouverte et 2 juges d'instruction ont été nommés en octobre 2022. Des échauffourées entre manifestants et policiers ont éclaté mardi à Abeokuta dans le sud-ouest du Nigeria. Une foule de jeunes en colère a attaqué une banque confrontée à une pénurie de billets. Devant les distributeurs en manque de billets et les stations essence dépourvues de carburant, les files d'attente s'allongent,
plongeant la population dans la détresse. Le pays le plus peuplé d'Afrique est paralysé par une pénurie des nouveaux billets de Naira. En octobre, la Banque centrale du Nigeria avait annoncé, sans prévenir, changer les billets de banque et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier, avant de repousser la date au 10 février sous la pression populaire. La pénurie de billets de banque a fait monter la tension à quelques jours de l'élection présidentielle, prévue le 25 février. Et on termine cette édition avec le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, Monsieur LeBron James, qui cette nuit face à Oklahoma City a passé la barre des 38 387 points en une saison régulière, un record en NBA. À 38 ans, la star des Lakers détrône Karim Abdul-Jabbar qui détenait le record depuis 1984. Bravo. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt, au revoir.